Alors, on peut continuer avec l'assainissement, la partie assainissement. Alors, c'est parti. Alors là, on va parler un petit peu plus justement de l'article 725 dont on a eu un peu une introduction au niveau de la liquidation. Donc, lorsqu'une société se retrouve en perte de moitié du capital selon l'article 725 alinéa 1 CO ou en surendettement comptable selon l'article 725 alinéa 2 CO, le conseil d'administration a l'obligation de prendre des mesures d'assainissement et de convoquer une assemblée générale. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, les mesures d'assainissement, elles recouvrent au sens économique large toutes les mesures d'assainissement financier durable d'une entreprise. On distingue généralement les mesures d'assainissement de nature organisationnelle, donc par exemple un arrêt ou une délocalisation de sites de production, des mesures touchant la gamme des produits ou leur commercialisation, ou bien de nature financière, par exemple par des abandons de créances ou par l'apport de nouveaux capitaux. Alors, au niveau du droit comptable, le terme d'assainissement est plus strict. Pour nous, d'un point de vue comptable, ça recouvre uniquement des mesures qui entraînent un apurement direct du bilan et notamment l'élimination de la perte de capital. Donc, pour cela, les possibilités suivantes existent notamment. Donc, vous pouvez faire une dissolution de réserve latente dans le respect des obligations de publication de l'article 959. Donc, finalement, vous savez, c'est présenter la dissolution des réserves latentes dans l'index. La réévaluation d'immeubles et de participation, par exemple, conformément à l'article 670 CO. L'obtention d'abandon de créances ou de versements supplémentaires à fonds perdus. Un prêt actionnaire, par exemple. Élimination d'une perte cumulée par dissolution de réserves apparentes. Donc, vous avez des réserves légales ou des réserves statutaires. Vous pouvez les utiliser pour effacer la perte. Ou une réduction déclarative du capital action qui est ensuite augmentée à nouveau au moins au montant antérieur. C'est ce qu'on appelle le principe de l'accordéon. Et puis, vous avez aussi l'augmentation du capital en espèces, soit par immobilisation corporelle ou par libération par compensation. Donc, conversion de capitaux étrangers en capital action. Le debt equity swap, ça veut dire que, par exemple, il y a un prêt actionnaire, et bien finalement, ce prêt actionnaire va être transformé en capital action. Et puis, finalement, vous pouvez avoir une fusion d'assainissement entre deux sociétés pour assainir une société qui serait en 725 CO. Alors, tandis que les mesures prévues aux lettres A à C ci-devant relèvent de la compétence du conseil d'administration, ils peuvent être mises en œuvre avec effet à la date des états financiers, en fonction de leur aménagement, même dans le cas d'abandon de créances ou de versement à fonds perdus. Les autres mesures nécessitent une décision de l'AG et d'autres dispositions telles qu'une inscription au registre du commerce et ne peuvent non plus être effectuées avec effet à la date des états financiers. L'organe de révision peut toutefois compléter son rapport dans l'optique de décision d'assainissement concrète portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, on parle d'organes de révision, mais aujourd'hui, la plupart des sociétés, des PME, ont fait ce qu'on appelle un opting out et n'ont donc pas d'organes de révision. Donc, il convient, et ça, c'est vraiment la responsabilité des administrateurs et un peu plus haut des actionnaires, mais des administrateurs en premier, de bien connaître la loi, parce que quand vous êtes dans un 725 alinéa de CO, admettons, vous êtes en fin d'année, vous vous rendez compte que vous êtes en surendettement comptable et en continuité d'exploitation et en valeur de liquidation, vous avez l'obligation de faire auditer vos comptes. Donc, si vous ne le faites pas et que votre société part en faillite et que vous avez des dettes qui sont ouvertes, on peut dire que vous avez justement, par exemple là, fait une gestion déloyale et que vous n'avez pas respecté le processus du code des obligations. Et que, par exemple, vous n'avez pas fait auditer vos comptes et que vous avez peut-être pris plus de temps que ce qui était prévu pour annoncer finalement le surendettement comptable et que dans un délai peut-être plus court, vous auriez pu sauver l'immeuble, en quelque sorte. Donc, typiquement, ça, c'est quelque chose que souvent des gens loupent et peuvent être tenus pour responsables parce qu'ils n'ont pas finalement bien lu la loi, mais il aurait fallu avoir, par exemple, en cas de surendettement comptable, dans un opting-out, un organe de révision. Est-ce que vous tous, vous êtes au clair sur ce qu'est un opting-out? Non. Globalement, vous savez. Non? Non, Alors, non.
Non, je veux Alors bien, peut-être, je suis intéressée. alors peut-être pour remettre le cadre, quand vous créez une société, le code des obligations, il oblige de nommer un organe de révision, un auditeur. Donc, normalement, vous avez deux types d'audits, le contrôle ordinaire et le contrôle restreint. Donc, selon certains seuils de grandeur, alors je ne vais pas les énoncer ici, bon, je peux le faire rapidement, ils sont assez simples. C'est 20 millions de pieds de bilan, 40 millions de chiffre d'affaires, 250 employés. Si deux de ces trois seuils sont dépassés 2 ans consécutivement, vous devez faire un contrôle ordinaire. Donc, autant dire que 80% des sociétés ne rentrent pas, même 90% des sociétés ne rentrent pas dans ce cadre-là. Souvent, c'est uniquement des multinationales et des grosses sociétés au niveau national. Et puis, sinon, vous devez faire un contrôle restreint. Un contrôle restreint, il est obligatoire, mais on peut renoncer finalement au contrôle restreint si la société a moins de 10 employés et que l'ensemble du conseil d'administration est d'accord, l'ensemble des actionnaires est d'accord finalement de ne pas prendre un organe de révision. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un opting out. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Mais à la base, c'est une obligation. Donc, c'est une option que vous avez de ne pas faire l'obligation. Mais on va toujours vous poser d'abord la question, qui est votre organe de révision? Quand vous serez chez le notaire, vous devrez dire, ben non, je ne veux pas un organe de révision, je veux un opting out. On ne sera que 3 employés. Alors après, ce qui se passe souvent, c'est que des sociétés commencent avec 1 ou 2 personnes, commencent avec un opting out, et puis dépassent rapidement les 10 personnes. Et puis, une fois que ce seuil de 10 personnes est dépassé, on devrait nommer normalement un organe de révision. Beaucoup d'entreprises ne le font pas. Et là, encore une fois, quand vous vous retrouvez dans des cas d'assainissement ou de liquidation, ben, vous avez de nouveau devant un juge, vous avez failli à vos tâches. Vous auriez dû nommer un organe de révision et que vous aviez 10 employés. Et puis, finalement, on peut encore dire que ça, ben, si vous aviez fait et suivi la loi, vous aurez peut-être pu éviter, dans un cas d'assainissement ou de liquidation, vous aurez peut-être pu éviter de vous retrouver avec une mise en faillite, avec un organe de révision qui aurait peut-être suivi de plus près comment se déroulaient les affaires. Donc, attention, c'est des petites choses qu'on ne sait pas forcément. Et quand on est entrepreneur, il faut toujours vraiment bien se renseigner. Et c'est là où l'administrateur est vraiment important, parce que l'administrateur, il est censé savoir ces choses-là. En Suisse, il ne faut pas obliger qu'on part du principe que nul n'est censé ignorer la loi. Principe de loi romaine, ça a toujours été que c'est depuis les Romains, ça date de cette époque-là. Donc voilà, nul n'est censé ignorer la loi. On part du principe qu'il y a la bonne foi, mais dans un cas de préjudice, même si vous êtes de bonne foi et qu'il y a préjudice, vous allez être tenu pour responsable. Donc faire très attention. Alors, si une perte de capital ressort du dernier bilan annuel au sens de l'article 725 alinéa CO, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement une assemblée générale et lui proposer des mesures d'assainissement. Donc, ça signifie que le conseil d'administration doit agir immédiatement après la constatation d'une perte de capital en analysant pour l'essentiel les causes de celle-ci, la capacité d'assainissement de la société, les besoins d'assainissement requis et les mesures d'assainissement possibles, et ainsi prendre en main ou engager les dispositions nécessaires, y compris la convocation à l'Assemblée générale. Immédiatement, ça c'est mon petit côté comique, signifie aussi vite que possible, mais pas aussi lentement que nécessaire. Donc dans les circonstances données et de manière adaptée. Voilà, donc immédiatement, ça va être aussi vite que possible. Donc ça peut parfois prendre 1 mois, 2 mois. Ça dépend un peu finalement de votre processus d'établissement des comptes, mais il faut que ce soit fait dans un délai raisonnable et dans des circonstances données et adaptées. Donc, si on peut dire que vous ne l'avez pas fait immédiatement, ça veut dire qu'il a pu s'écouler passablement de temps et que vous étiez au courant finalement de la situation et que vous n'avez rien fait pour finalement remédier à la situation. Donc, des situations plus complexes imposent parfois d'informer les actionnaires de l'existence de pertes de capital et des mesures d'assainissement envisagées au cours d'une séance d'information qui précédera l'assemblée d'assainissement proprement dite. Donc, malgré l'obligation de convoquer une AG, le conseil d'administration renonce souvent dans la pratique à convoquer cette AG d'assainissement.
que ce soit parce qu'il veut utiliser à cette fin l'AG ordinaire imminente ou parce que tous les actionnaires sont informés, par exemple, dans le cadre d'un groupe ou encore parce qu'il a déjà engagé des mesures d'assainissement appropriées. Alors, 725, alinéa 1, on est dans une mauvaise situation. Dans la pratique, généralement, on peut encore, ça va, c'est quelque chose qui est gérable. On est très vigilant, mais on n'est pas encore sur la fenêtre d'alarme. Mais on doit vraiment être très vigilant et puis vraiment prendre des mesures qui vont permettre finalement de pouvoir améliorer la santé de la société. Je reviens juste rapidement peut-être sur les différentes mesures d'assainissement qu'on avait vues ici. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de postposition? OK. Est-ce que, à votre sens, est-ce que pour vous, une postposition est une mesure d'assainissement? Oui. Oui. Alors, ce n'est pas une mesure d'assainissement. La postposition, d'un point de vue juridique et audit, elle permet juste de ne pas prévenir le juge, parce que finalement, le prêt postposé couvre les pertes et puis finalement couvre les fonds propres négatifs. Ça sert juste de renoncer d'appeler le juge, parce que dans le cas où on viendrait à, admettons, abandonner la créance, là on se retrouverait dans une mesure d'assainissement et puis finalement on serait plus en 725 alinéa 2. Mais tant que ce prêt n'est pas soit abandonné ou changé en capital action, la postposition en soi n'est pas considérée comme une mesure d'assainissement. Ce qui veut donc dire que la postposition en soi n'est pas suffisante. Typiquement, si on vous dit demain, ah mais moi ma société de toute façon j'ai une postposition dessus, c'est pas suffisant. La personne, l'administrateur, doit avoir aussi des vraies mesures d'assainissement concrètes à proposer. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. La postposition permet juste de ne pas prévenir le juge. Mais du moment où, de toute façon, la postposition ne couvre plus les pertes ni les fonds propres négatifs, il faut prévenir le juge. Et si l'administrateur, le conseil d'administration ne le fait pas, c'est aussi à l'organe de révision de le faire. Car si l'organe de révision ne le fait pas, il peut aussi être tenu pour responsable. Donc là aussi, la responsabilité de l'organe de révision, d'un point de vue juridique, entre en jeu. Alors pour les assainissements et les mesures d'assainissement, pour l'instant, je n'ai pas d'autres éléments à vous apporter. Alors, est-ce que vous aurez des questions par rapport à ces assainissements ou mesures d'assainissement? Peut-être la partie comptable, les éventuelles écritures. Alors, oui, alors il y a effectivement sur les différentes mesures d'assainissement, effectivement, alors il y a deux, trois choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Par exemple, si vous prenez la mesure d'assainissement, la C, l'obtention d'abandon de créances ou de versements supplémentaires à fonds perdus. D'un point de vue comptable, si on abandonne une créance, vous serez d'accord avec moi, ça devient un produit. OK? Donc un produit qui est potentiellement taxable. Il est possible d'un point de vue fiscal que cet abandon de créance ne soit pas taxable. Il faudrait démontrer par un document que finalement aucun autre tiers n'abandonnerait cette créance et que finalement la personne qui le fait vraiment par bonté d'âme, si on veut, et que dans un cas normal, personne ne le ferait. Et dans ce cas-là, cet abandon de créance, improprement dit, comme on dirait, serait exonéré fiscalement. Alors, d'un point de vue fiscal, ce ne serait pas taxé. D'un point de vue comptable, c'est quand même reconnu comme un autre produit. Mais au moment de la taxation, il faudrait les enlever du revenu imposable. L'élimination d'une perte cumulée par dissolution de réserve apparente. Alors ici, les écritures sont assez simples. Hein. Admettons, vous avez un capital action 100 000 francs, réserve légale 20 000, et puis vous avez 50 000 de pertes. Simplement, vous allez dissoudre la réserve légale et, contre la perte et pour 20 000 francs. Okay, donc, ça fera réserve légale à perte reportée, par exemple. OK. Et ensuite, ouais. Oui, non, allez-y. Parce que la réduction, alors celle-là aussi, c'est aussi une mécanique comptable.
qui, elle, alors, d'un point de vue fiscal, du droit de timbre, elle est exonérée du droit de timbre, parce qu'il faut quand même savoir que normalement, quand vous émettez des actions, vous avez un droit de timbre d'émission. Alors, il y a une exonération jusqu'à un certain montant. Mais donc, finalement, si vous faites ce principe de l'accordéon est exonéré d'un point de vue fiscal. Mais il faut qu'il soit fait, voilà, bah, c'est en deux écritures. Donc, finalement, vous avez 100 000 francs de capital action, 100 000 francs de perte. Vous faites capital action à perte reportée, zéro, et derrière, vous reconstituez tout de suite le capital action. OK. OK. Donc ça, c'est pour ramener une nouvelle liquidité dans l'entreprise. Exactement. Et puis, pour le F, alors là, c'est simplement, on va prendre le pré-actionnaire, donc dette actionnaire, à capital action. Par contre, ça, c'est possible uniquement avec la validation d'un rapport de révision qui va valider le montant du compte courant actionnaire. Parce qu'évidemment, le risque qu'on a ici, c'est que l'actionnaire dise non, mais moi, de toute façon, la société elle me doit 600 000 francs, puis en finalité, quand le réviseur va faire sa vérification, il n'y a jamais eu 600 000 francs qui ont été injectés dans la société. Donc là, d'un point de vue du RC, il est demandé aussi d'avoir un rapport de révision et dans le code des obligations. Et puis, la fusion d'assainissement, elle est faisable, mais uniquement si la société qui reprend la société en surendettement est capable d'absorber la société surendettée et puis finalement qu'elle soit dans un ensemble sain après la fusion. Donc, qu'elle ne soit plus en situation de surendettement. OK. Ce que je peux peut-être proposer pour encore montrer un exemple par rapport à l'assainissement, c'est que je vais partager moi mon écran et puis je vais vous partager l'examen du brevet 2020. C'était le numéro 4 où on a une situation justement d'assainissement et de liquidation. Donc, je vais peut-être partager mon écran. Ça va couper le vôtre, Christopher. Il faudra le reprendre après. Ouais, sans problème. Donc, chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Je fais ça. Donc, voilà, vous voyez mon écran. C'est l'examen donc 2020, problème numéro 4. Et on est typiquement dans un problème d'assainissement. On vous présente les comptes, il y a quelques informations. Et puis, vous avez un bilan, un compte de résultat, donc perte annuelle 520. Et puis ici, je vous laisse prendre note et de regarder ce bilan par rapport à ce qu'on vient de dire, le 725. Où est-ce que vous pensez que vous êtes? Donc, est-ce que vous êtes en 725 alinéa 1? Est-ce que je suis en perte de capital? Est-ce que je suis en surendettement? Est-ce que je suis en bilan déficitaire? Très bonne question, ça. Donc, on voit qu'on a des capitaux propres qui sont toujours positifs, mais qu'on a quand même une grosse perte qui représente 1 270 000. Donc, avec la perte annuelle qui est ici constatée à la fin de l'année 2016. Et si on va se positionner donc ici, les premières questions, il y a aussi pas mal de questions qui sont liées un peu au droit, où il n'y a pas que des écritures à passer. Et puis on nous demande le bilan par rapport à ce bilan du 31 du 12 2016, et on doit dire quelle est l'affirmation correcte. Est-ce que c'est un bilan déficitaire improprement dit? Est-ce qu'elle est surendettée? Ou bien est-ce que c'est un bilan déficitaire avec conséquences légales? Donc respectivement, est-ce qu'on est en 725 alinéa 1 ou 2? Je remets peut-être juste ici, puis après, on va regarder ensemble. Donc on a des réponses qui sont 725 alinéa 1. On va peut-être demander à Christopher. Alors, je suis assez d'avis que c'est le 725 alinéa 1 ici. Donc, pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait que... Alors, dans le calcul en fait de la perte de capital, il faut prendre en compte le capital action et les réserves qui sont présentes au bilan. Alors, parfois, on ne peut pas forcément prendre toutes les réserves. Ici, dans ce cas ici, on peut toutes les prendre parce qu'il s'agit de réserves légales issues du capital et du bénéfice. Donc, ces réserves, leur but est justement d'être utilisées dans des cas de nécessité en cas de perte. Et puis, les réserves facultatives issues du bénéfice ont aussi cette même fonction.
Donc, c'est vrai que si on cumule, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Nicolas, donc c'est vrai que si on cumule l'ensemble du capital action et des réserves, on arrive à un montant de 1500, 1520, 1560. Et puis, avec cette perte au bilan, c'est vrai qu'on se retrouve avec une perte de 1270, mais finalement, c'est bien une... alors, on a bien perdu plus la moitié du capital. Hein. Donc, si on divise le 1560 par 2, ça nous fait 780. Donc, 780 est bien plus petit que 1270. Jusqu'à là, on est bien d'accord. Donc, on est bien dans un cas de 725 alinéa 2. Mais effectivement, les fonds propres... Alinéa 1. Pardon, alinéa 1, je m'excuse. Puis la plus, et puis les fonds propres sont bien positifs. Donc, dans ce cas-là, on est bien dans le 725 alinéa 1. Donc, c'est perte de capital. Perte de capital.